aussi, je vous remercie de vous être levé bon matin pour venir. Donc ce matin, on va parler avec Pierre Lemaître de son dernier ouvrage, qui est le dictionnaire amoureux du polar, que tu as la gentillesse de nous présenter en avant-première, parce que je crois qu'il ne sort que dans quelques années. Il sort le 22 jours. Voilà, on est très contents. Je suis pas bien sûr qu'il faille que je te présente. Non, on va pas faire ça. Ça prend très longtemps. Oui, parce que ton œuvre étant considérable, c'est Brillant maintenant. Oui. Et donc, ce Dico, édité chez... Oui, on peut quand même parler d'éditeur, édité chez Plomb, donc vous aurez plein de notices. Oui, d'où son poids. Hein, oui, l'éditeur indique que c'est un livre de poids. Il n'a pas été édité chez Plume, donc il fait 800 pages. Donc vous trouverez des tas de notices sur des auteurs plus ou moins connus, des romans plus ou moins connus, des séries aussi, des films. Tu parles aussi un peu de technique littéraire. Oui, ouais, j'aime bien ça, j'aime bien faire ça. Et vous retrouverez dans toutes ces notices la patte de Pierre Lemaître, donc son humour, son ironie. C'est un vrai livre. Ouais. Alors, je crois que je vais prendre ça, mais c'est un vrai livre. Non, mais un vrai livre de Pierre Lemaître. Ah. Je ne vais pas faire la critique habituelle qu'on fait au polar. C'est plus qu'un polar. Ah oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est plus qu'un dictionnaire. Ça j'aimerais bien. Si ça me fait plaisir. C'est plus qu'un dictionnaire. Alors, ma première question, c'est que quand tu as eu le prix Goncourt en 2013, tu as immédiatement dans tes déclarations indiqué que tu ne reniais pas tes origines, que tu venais du polar, que tu étais peut-être passé à autre chose, mais que tu venais de là, et que tu passais à autre chose, et que probablement tu n'écrirais plus de polar. Et qu'est-ce qui fait que, donc, quelques années plus tard, tu écrives un dictionnaire amoureux du polar? Oui, c'est vrai que tu as raison de souligner qu'il peut y avoir une sorte de paradoxe. Tu as raison. Sur le paradoxe sur le fait que je quitte ce genre, et puis d'une certaine manière, j'y reviens comme si j'étais sorti par la porte et revenu par la fenêtre. En vérité, j'ai eu le sentiment d'être parti sans les revoir. C'est un peu bizarre comme impression, mais tout vient, je crois, du fait que j'ai pas fait exprès de partir du polar. J'ai pas fait exprès. J'ai commencé en 2010 un livre qui s'appelle Au revoir là-haut, qui à l'origine devait être un polar historique, qui se passait à la fin de la Première Guerre mondiale, et puis les choses ont été ainsi faites que ce n'était pas un polar. Mais j'aimais bien cette histoire, donc je l'ai poursuivie. Après, on connaît la carrière qu'a eu la carrière un peu extravagante qu'a eu ce livre. Donc en fait, je n'ai pas pris la décision un jour de faire autre chose qu'un polar. Il s'est trouvé qu'un de mes polars a tourné autre chose. On pourrait dire que c'est l'histoire d'un polar qui a mal tourné en quelque sorte. Alors, du coup, une fois que je suis parti sur cette autre orbite, j'ai commencé à tourner autour d'un autre objet qui était plutôt le roman historique, avec ce projet petit à petit que j'ai mis quelques années à mettre au jour, qui est de faire une sorte de photographie du siècle. Donc j'ai fait les années 30, les années 20, les années 30, les années 40, je suis en train de faire les années 50. Donc en fait, je vais poursuivre ça. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment, en me retournant, que j'avais quitté le polar, et que d'une certaine façon, je l'avais fait un peu par la bande. Et quand Plomb m'a contacté en me disant voilà, on aimerait que tu fasses un dictionnaire du polar, j'ai tout de suite dit non, parce que c'est beaucoup de travail, comme tu le soulignes, c'est un gros livre, donc c'est beaucoup de boulot. J'ai dit non, je vais pas faire ça. Et puis l'idée a fait son chemin, et je me suis dit que c'était finalement une bonne manière de clôturer mon histoire avec le polar, que de rendre hommage, comme je l'avais fait au cul du camion, le jour du Goncourt, j'avais revendiqué le fait que je venais du roman noir et du polar, et que j'étais plutôt fier de mes origines et que je ne les reniais pas. C'est une façon à moi de dire au revoir au genre que de lui rendre hommage à travers ce dictionnaire. C'est un petit peu ça la genèse du truc. Faire un dictionnaire, c'est toujours compliqué, parce qu'il y a une quantité industrielle d'auteurs, de romans, sans parler des séries et tout. On fait, donc j'ai dit 800 pages, ça fait donc pas mal de notices. Et comment avez-vous fait le tri? Alors ça a été absolument infernal. C'était infernal parce que j'avais l'impression que rien que faire le
le sommaire était déjà en soi un énorme travail. Et de fait, j'ai commencé tout bêtement par faire une liste, quoi. Alors, d'abord, il faut dire qu'il y a deux types de dictionnaires amoureux, hein. Il y a les dictionnaires amoureux qui ont relativement... Ils font tous entre 8 et 900 pages, globalement. Il y en a qui font 1200 pages, il y en a qui font 600, mais enfin, quand même, globalement, la moyenne se trouve aux alentours de 800-900 pages. Donc, c'est les gros livres. Alors, il y a deux types de dictionnaires. Il y a ceux qui ont relativement peu de notices. C'est par exemple le cas du dictionnaire amoureux des faits divers de Didier Decoing. Il y a relativement peu de notices parce que ce sont des notices relativement longues. C'est pas rare d'avoir une notice qui fait 20-25 pages. Et puis, il y a ceux qui ont plus de notices parce qu'elles sont plus courtes. Et je me suis rendu compte que moi, ma distance était 2 pages et demie. C'est-à-dire que j'avais fait un essai sur quelques notices, puis quand même, globalement, je me rendais compte qu'en 2 pages, 3 pages, enfin, en moyenne, ça tombait sur à peu près 2,5, j'avais fait à peu près le tour de ce que j'avais envie de dire, quoi. Donc, du coup, j'avais, c'était un bon signal, un grand nombre de notices. Tu vois, je me disais, bon, sur 800 pages, ça permettait d'avoir 300 ou quelque chose. Il y a des notices, enfin, 300 notices. Donc déjà, j'ai soufflé un petit peu, sauf que ma liste en faisait 1000. Ma première liste en faisait 1000. Et donc là, faire le tri a été absolument infernal, parce que je voulais avoir l'œil sur plusieurs indicateurs. Les femmes, les hommes, les Français, les étrangers, le roman noir, le polar, les classiques, les modernes. Enfin, je voulais avoir un dictionnaire qui soit un tout petit peu équilibré. Alors, par définition, un dictionnaire amoureux est déséquilibré par le fait que c'est un dictionnaire amoureux. C'est-à-dire, le dictionnaire des choses que tu aimes. Par définition, il y a plein de trucs qui seront pas là parce que tu les as pas lus, parce que tu n'as pas aimé ça, parce que tu n'as pas envie de parler. Bon. Mais malgré tout, dans ce qui reste, même à l'intérieur de ce qui reste, il y a des injustices. Donc en fait, au bout d'un moment, le compendium s'est un peu stabilisé. Donc j'ai quand même vérifié qu'il y avait suffisamment de femmes. Enfin, en tout cas, c'était pas... Je m'en fous de la parité, je comprends complètement. Mais en revanche, j'avais envie qu'il y ait autant de femmes que l'image que j'ai du polar. Hein, alors, encore une fois, c'est pas du tout statistique et pas du tout scientifique, mais je me fais une certaine image de la place des femmes dans le polar, et je voulais que ce dictionnaire soit voilà, le miroir de la façon dont j'envisageais le monde du polar du côté du partage entre les hommes et les femmes. C'était pareil un peu pour les étrangers. Je me suis rendu compte qu'il y a des littératures que je ne connais pas du tout. Hier, Ruffin parlait de la littérature africaine. Je crois que je n'ai pas un seul auteur africain. Sans doute plein. Mais ce dictionnaire, au fond, ça a été plus simple du point de vue du tri, pour revenir à la question que tu poses, que je n'ai pas quitté. Ça a été plus simple quand j'ai admis la justice. Quand j'ai admis, y compris par rapport à moi-même, de me dire, hier, notre ami libraire m'a dit, je te serre la main malgré que tu n'aies pas mis lance-date dans ton dictionnaire. Et d'ailleurs, je ne vais pas passer la main du tout. Et il a fait semblant, mais il est vraiment très, très fâché. Et en fait, il a raison. Il a raison. Et donc, je n'arrête pas, et c'est ça qui est terrible dans la promotion de ce livre, c'est que je n'arrête pas de découvrir des choses qui devraient être là, que j'aurais aimé y voir, et qui n'y seront pas. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, j'ai essayé d'être relativement équilibré, d'avoir aussi quelques pépites, c'est-à-dire des choses qui étaient moins connues, pour ne pas... En même temps, je voulais pas qu'il y ait rien de connu. Je voulais pas que ce soit simplement un dictionnaire de trouvailles. C'est pas... voilà, c'est pas le concours Lépine du polar. Je me disais, imaginons un jeune lecteur qui sait pas du tout ce que c'est que le polar. Il faut quand même qu'il trouve là-dedans quelques classiques, quelques explications sur ce que c'est que ce genre, sur son histoire. Donc j'avais un cahier des charges qui contenait quand même beaucoup d'obligations. Et voilà, quand je le regarde, le dictionnaire, je trouve à la fois que bon, c'est un livre estimable, mais avant tout c'est un livre honnête. Tu l'as dit, on ne peut pas y mettre tous les auteurs, mais et donc, c'est pas un dictionnaire au sens strict du terme, hein, où il y aurait l'un après l'autre tous les auteurs. Oui, ça, Lestel l'avait fait très bien. Il avait fait chez K, une encyclopédie du polar, où là, de manière quasiment exhaustive, il y avait tout. Donc, c'est pas du tout le même projet. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui vont dire il n'y a pas Elroy? Alors, d'abord, je me réponds il y est.
D'abord, tu vois, et je leur dirais, lisez-le d'abord, vous allez vous rendre compte que vous dites une connerie. Alors, c'est pas toi, je dis ça, toi c'est pas pareil, tu sais que je t'aime. Mais le lecteur lambda, qui est quelqu'un que je déteste par définition, qui va toujours m'emmerder, je dirais, mais si, elle relit. Mais je comprends le fond de la question. Qu'est-ce que je réponds aux gens qui vont me dire, il n'y a pas, qu'est-ce qu'il m'a dit ça? Il n'y a pas Jean-Christophe Granger. Il m'a dit, il n'y a pas Maxime Chatin. Il n'y a pas, bon. Alors, je réponds toujours un peu la même chose. Je dis, écoutez, si c'est vous qui avez fait ce dictionnaire, je crois que je vous reprocherai, vous aussi, vos manques. C'est le principe même du dictionnaire amoureux que d'être le produit d'une personne. Alors, il y a plein d'auteurs dont je n'ai pas envie de parler. Il y a plein d'auteurs que je n'ai pas assez lus pour avoir des choses à dire dessus. Donc, c'est très injuste. Et je réponds simplement, un dictionnaire amoureux n'appartient qu'à une seule personne. En fait, il peut dire qu'une seule personne, ici, il y a 150 personnes, 100 personnes dans la salle. Si chacun d'entre vous faisait un dictionnaire, on serait drôlement étonné de la disparité des productions. Donc, j'ai envie de dire à cette personne qui me dit, il manque un tel, je dis, oui, c'est le jeu. C'est le jeu. Alors, on va rentrer un peu plus dans la technique. Tu te souvenais pas qu'il y avait Leroy? Ah bon, d'accord. J'ai cru même que c'est un sombre regard. Moi, en tout cas, j'en entends beaucoup parler. Alors, rentrant un peu dans la technique, tu dis que l'outil privilégié de la littérature, ce sont les émotions du lecteur, qu'elles soient positives, donc amour, attachement, séduction, etc., négatives, haine, vengeance, cruauté. Ce sont elles qui permettent à ce dernier de faire entrer en résonance le monde du roman avec le sien. Le personnage doit rester au premier plan par rapport à l'histoire. Ouais. Alors ça, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, parce que j'ai mis beaucoup de temps j'ai mis beaucoup de livres avant de pouvoir théoriser un petit peu ce que j'avais envie de faire, quoi. Alors bon, c'est pas une théorie bien nouvelle, ni bien révolutionnaire, mais je vais essayer de l'expliquer en 2 ou 3 mots. La littérature et la littérature policière fait partie du champ littéraire. Au même titre que le roman historique, le roman sentimental, le roman politique. Voilà, c'est un genre littéraire qui a sa place au sein de la littérature. Donc pour moi, je ne le mets pas à l'extérieur de la littérature, mais dans le champ de la littérature. Et toute littérature, donc celle-là également, a pour vocation à expliquer le monde. Alors, non pas à donner une explication du monde qui soit une explication universelle, mais de permettre au lecteur de s'expliquer le monde lui. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est des explications au pluriel, c'est-à-dire le rôle de la littérature, c'est de permettre à ceux qui l'empoignent par un effet de miroir, de mieux comprendre la façon dont eux voient le monde. Alors, les disciplines qui tentent d'expliquer le monde, il y en a beaucoup. Hein. La sociologie essaie d'expliquer le monde avec des études statistiques, avec des enquêtes. La philosophie essaie de le faire avec des concepts. La psychanalyse tente de le faire avec le travail sur l'inconscient, l'histoire tente de le faire avec les archives, et je me suis posé la question de me dire, mais quel est l'outil de la littérature? Quel est l'outil propre? Alors, j'ai vraiment mis du temps à comprendre ce que je crois, moi, être vrai, jusqu'à ce qu'on me démontre le contraire. Je crois que l'outil privilégié, c'est l'émotion que vous créez chez le lecteur. C'est-à-dire que c'est le fait que le lecteur va ressentir des choses, va se trouver en empathie ou au contraire en antipathie avec un personnage ou avec une situation, que d'un seul coup une certaine vérité va lui apparaître sur ce qui se passe dans le livre et donc ce qui se passe dans le monde, puisque le livre et le monde c'est la même chose. L'un est le miroir de l'autre. Et donc, pour moi, un bon romancier ou un bon roman, c'est un objet, un roman, qui est capable de faire naître des émotions positives ou négatives chez le lecteur et qui vont lui permettre de comprendre sa propre vie. Je vais prendre un exemple parce que ça paraît comme ça un peu abstrait, un peu théorique. Si vous lisez Proust, si vous lisez Un amour de Swann, qui est le grand livre de la littérature française sur la jalousie, il vous raconte simplement l'histoire d'un type qui est jaloux. Hein, Charles Swann tombe amoureux de Crécy, puis d'un seul coup il se rend compte que cette femme est ce qu'on appelle une demi-mondaine, c'est-à-dire une femme qui se donne un homme sur deux, et donc elle va coucher à droite à gauche, et bon, ça ne lui plaît pas, et il se rend compte qu'il est jaloux. Et donc c'est un long roman sur l'histoire de la jalousie. Alors quand je lis, moi, Un amour de Swann, je redécouvre
les moments de ma vie où j'ai été jaloux. On a tous, parce que tous, je pense, été jaloux à un moment de sa vie. Et c'est un mystère assez abyssal. Qu'est-ce qui fait qu'on était jaloux? Il y a des fois plus d'amour propre que d'amour dans la jalousie. Est-ce que c'est une blessure de l'ego? Enfin, on ne sait pas très bien pourquoi on était jaloux. De temps en temps, on se rend compte qu'on a été jaloux, mais de manière absolument terrible. Pour quelqu'un, vis-à-vis duquel, quelques années plus tard, on n'a plus aucun attachement. On se dit qu'il y a une disproportion énorme entre les souvenirs que j'ai de cette personne et l'espèce de passion jalouse qu'elle a fait naître en moi. Et Proust dit à un moment quelque chose d'assez intéressant. Swann est dans une calèche et il prend conscience du fait que la jalousie fonctionne comme une maladie. Il dit voilà, maintenant il va falloir que j'apprenne à vivre avec la jalousie comme on apprend à vivre avec une maladie. Et il dit cette chose assez surprenante. Il dit Swann se rendait compte, alors je ne sais pas conséquemment, se rendait compte que, bien sûr, il avait une maladie avec laquelle il allait maintenant devoir négocier, mais que d'une certaine manière, sa vie était devenue plus intéressante. Alors moi, cette phrase-là, quand je suis tombé dessus, elle m'a vraiment plongé dans un gouffre de réflexion. Je me suis dit, d'abord, ça m'a semblé d'une justesse formidable, mais je ne savais pas pourquoi c'était juste. Et donc j'ai commencé à réfléchir au fait que la jalousie, quand je l'avais connue, elle avait rendu ma vie assez passionnante. En fait, ma jalousie était plus importante que l'amour que j'avais pour la personne qui avait fait naître cette jalousie. Donc toutes ces réflexions, pourquoi je vous raconte ça, c'est pour vous expliquer ce qui est à mon avis un bon roman. C'est un roman qui amène à ce type de réflexion. C'est-à-dire, au fond, ce que faisait Proust, c'était qu'il ne parlait absolument pas de Swann, il ne parlait que de moi. Il ne parlait que de moi. C'est ça qui m'intéressait. Alors je ne me rendais pas forcément compte, mais au fond, un bon roman, c'est un roman qui ne parle que de vous, dans la mesure où il fait parler des émotions en vous, qui vous sont propres, qui n'appartiennent qu'à vous. Et je crois que ça, c'est l'instrument privilégié de la littérature, de toutes les littératures, et singulièrement du roman noir, qui est toujours le roman des crises exacerbées. Un roman noir, un roman policier, c'est un roman qui commence par un moment de crise, toujours. Un crime, c'est un moment de crise qui s'est dénoué de cette manière-là. Par un meurtre, par un crime, ou par un hold-up, enfin en tout cas, c'est un livre sur la crise, et c'est un livre de crise. C'est aussi pour ça qu'il est toujours très actuel. Et donc, il me semble que ces crises, elles parlent à nos passions, et je crois que le roman policier ou le roman noir sont plus que jamais synchrones avec notre époque en crise. Voilà, j'ai fait un long développement, mais j'espère que j'ai été à peu près clair. Les personnages. Les personnages, écoute, je trouve que ta question est une finie parce que je crois avoir déjà largement répondu. C'est, au fond, ce qui va faire naître l'émotion, c'est jamais la situation. C'est jamais la situation. Prenons un hold-up, prenons un cambriolage, prenons un enlèvement, kidnapping. C'est pas l'acte en lui-même, donc l'intrigue, qui va faire naître une émotion. C'est ce qui va se passer dans la tête de gens qui vont le vivre, ceux qui le font ou ceux qui le subissent. C'est ça qui va créer chez vous des émotions. Un type rentre dans une banque, il fait un braquage, on est depuis 2 ou 3 pages avec le caissier, on se dit, le caissier il va en prendre une, là, ça va pas tarder. Or nous, déjà, le caissier, on est bien avec lui, quoi. On est bien. Ou alors, au contraire, on est avec ce type qui est au bout du rouleau, et on se dit pourvu que son braquage marche, quoi, pour qu'il puisse s'en sortir. En tout cas, c'est pas le braquage, c'est pas le hold-up, c'est pas le casse, ou le kidnapping qui vont faire naître nos émotions. C'est ceux qui vont le vivre. Et ça passe par le personnage. Alors, c'est pour ça qu'on en discutait hier avec Ruffin, dans la présentation qu'on a faite hier. C'est à mon avis une chose vraiment importante, c'est l'équilibre qu'il doit y avoir entre la qualité de l'intrigue, la mécanique policière, ou enfin, la mécanique narrative, l'intrigue, et puis la force des personnages. Et c'est, à mon avis, c'est à la convergence de ces 2 pôles que se trouve un bon roman. Et quand un roman vous tourne des mains, quand vous trouvez qu'un roman est médiocre, posez-vous la question de regarder l'équilibre qu'il y a entre la qualité de l'intrigue et la qualité des personnages, et assez fréquemment, vous allez trouver que si vous trouvez des défauts à un livre, c'est que la disproportion est trop flagrante, il s'est trop occupé des personnages, il n'y a plus d'intrigue, ou il s'est trop occupé de l'intrigue, il n'y a pas assez de personnages, ou à un moment ça passe de l'un à l'autre, il est passé des personnages à l'intrigue, et vous êtes un petit peu déphasé dans votre lecture. En tout cas, c'est dans cet équilibre souvent que se trouvent les défauts du polar. Ça va cette fois-ci. Tu peux pas dire que je n'ai pas répondu, Très bien. Ouais. Continuant justement sur le polar, puisque tu as une notice qui s'appelle Sniffer de la blanche. Et,
tu dis qu'un reproche fait au polar, c'est celui d'être entièrement conçu en fonction du lecteur et de tout soumettre justement à l'effet sur le lecteur. Et tu réponds dans la suite de la notice que dans la trilogie des Enfants du désastre, qui sont Au revoir là-haut, Couleur de l'incendie, Miroir de nos peines, tu montres qu'on peut faire de la littérature en conduisant un récit en fonction du lecteur. Oui, alors c'est une question qui est très très embarrassante. Très embarrassante, on en discutait hier, oui Alain, on en discutait hier avec notre ami. C'est très embêtant parce que si vous dites ah oui, je fais très attention au lecteur, tout de suite il y a la suspicion de faire une littérature démagogique. Au fond, de vouloir faire plaisir au lecteur, de vouloir lui plaire, et donc de ne faire un livre qu'en fonction du goût présupposé que le lecteur pourrait. Pour lui faire plaisir, etc. Alors ça, c'est des choses qu'on a beaucoup connues dans la littérature. Le champion du monde de ça s'appelait Guy Descartes, quand j'étais jeune. Il faisait des romans qui étaient entièrement faits dans le but de plaire, et donc, en fait, c'était des romans scientifiquement assez bien foutus. Parce qu'il avait une intuition phénoménale de ce qui intéressait le lecteur, et ils étaient sur ça. Alors c'est très intéressant du point de vue de l'histoire littéraire de voir comment ces livres étaient faits et de quelle hypothèse sur les demandes ou les attentes du lecteur les bouquins étaient construits. Alors, donc du coup, quand vous dites je m'occupe du lecteur, vous avez tout de suite la suspicion de dire c'est pas un livre, c'est pas un vrai écrivain, et c'est quelqu'un qui fait d'abord des livres pour lui. Enfin bon, moi je ne participe pas du tout à ça. Alors j'essaie d'expliquer que faire attention au lecteur peut être pris dans deux sens. Le premier sens, c'est celui que je viens de donner, c'est-à-dire, et ça, c'est effectivement, ça fait rarement de mon livre, ce sont des livres qui sont uniquement faits pour plaire, hein, et où on sent bien que l'auteur, sans arrêt, essaye de complaire au lecteur. Alors, le lecteur, là, il a envie d'un rebondissement, donc j'en mets un. Là, ça serait bien que, alors bon, vous trouvez des livres dans lesquels vous avez une héroïne, elle est lesbienne, elle a déjà eu une opération du cœur, avec sa copine elle a déjà adopté un enfant, généralement elle est flic, mais comme elle est alcoolique, elle a été mise sur... Bon, vous voyez, donc, en fait, alors, vous voyez, on en a pour tous les goûts, il y en a pour les lesbiennes, il y en a pour tout le monde. Bon. Et vous vous dites, là, ça ratisse un peu large, donc il y a quelque chose qui ne marche pas. Alors ça, c'est la première manière de concevoir la littérature. Il y en a une autre qui est de dire, je fais simplement attention, je pense au lecteur parce que je suis attentif à l'effet que je veux produire. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Il ne s'agit pas d'essayer de lui plaire, il s'agit d'essayer de vérifier, autant que faire se peut, que le livre fonctionne de telle manière que vous allez effectivement créer chez le lecteur ce que vous souhaitez. En tout temps, vous allez être émotionnellement efficace. Alors, je l'explique en deux mots. Si dans un texte, je veux que mon lecteur soit scandalisé. Là, je veux que mon lecteur se dise « Ah, quel salaud !» Ah, ça se fait pas. Il faut que je vérifie que j'ai bien utilisé ma technique pour créer cet effet-là. Donc, je relis mon extrait en disant « Bon, j'essaie de me mettre à la place du lecteur. C'est pas de savoir qu'est-ce qui va lui faire plaisir, qu'est-ce qui va lui plaire. Je m'en fous. Mais c'est d'être efficace. Et au moment où je veux qu'il ait peur, est-ce que j'ai mis tous les moyens pour qu'il ait peur ? Est-ce que je veux à un moment qu'il ait envie de lâcher le livre? Est-ce que j'ai mis tout ce que je sais faire pour qu'il ait envie de lâcher le livre? Si je veux qu'à un moment il soit ému, qu'il dise « Oh non, pas ça », il faut que je vérifie que j'ai été efficace. Donc, c'est vrai que je pense beaucoup au lecteur, mais pas en termes de comment lui faire plaisir, comment lui complaire, etc. Comme ratisser large, c'est comment est-ce que je fais pour que le livre soit efficace, c'est-à-dire qu'il crée chez le lecteur ce que j'avais envie, libre à lui après de dire j'aime le livre ou je l'aime pas. Mais mon boulot à moi, c'est d'essayer de vérifier que ce que j'ai l'intention de créer chez le lecteur est efficace ou ne l'est pas. C'est mon boulot. Donc dans ce sens-là, je pense au lecteur, c'est-à-dire, je me dis, bon, là, logiquement, ça va le faire marrer, quoi. Bon, est-ce que c'est vraiment drôle, ça? Alors donc, je relis, puis je me dis, peut-être qu'il va imaginer telle chose, et que ça va le faire moins rire que j'espère. Alors, voilà. Et donc, en fait, pour moi, penser au lecteur, c'est l'étalon de l'efficacité narrative. Est-ce que la relecture par quelqu'un de l'externe peut-être? Oui, alors bon, je suis content d'en parler parce que tu fais partie des lecteurs privilégiés de mes livres. Dès la fois que je donne à l'éditeur, je te demande de donner ton avis en tant que lecteur, parce que Jean-Paul est un excellent lecteur, il met une grande utilité. Je donne toujours mon livre en avant-première. Il y a quelques lecteurs comme ça autour de moi, privilégiés, en qui j'ai confiance et qui font une première lecture à la fois bienveillante et sévère, hein, pour essayer
de m'aider à produire le meilleur livre possible. Alors oui, c'est vrai que ça m'aide, parce que vraiment c'est une chose qui me fascine beaucoup. On a beau prendre toutes les précautions qu'on peut, lecture, relecture, correction, etc. On n'est jamais certain d'avoir été efficace. Alors mon problème, par exemple, j'ai un problème énorme, c'est que je pratique l'ellipse. C'est-à-dire, je fais confiance au lecteur, me dire, bon, là, je ne vais pas lui écrire ça, il a compris. Et alors, 2 fois sur 3, ma femme ou toi me dit, bon, là, il y a un truc, on n'est pas ça. Je crois qu'il faut comprendre ça. Je dis, merde, enfin, mon con, quoi, regarde, c'est marqué là. Et puis, alors, je suis toujours en désaccord avec tout. Je me dis, non, tu n'as rien compris, etc. Et puis après, je comprends, je dis, il a raison. Bon, et en fait, c'est mon problème, c'est l'ellipse. Comme je suis moi dans mon histoire, je suis dans mes personnages, pour moi c'est évident qu'il faut comprendre que ce type-là, je sais pas, va quitter sa femme. C'est évident, quoi. Mais du coup c'est tellement évident pour moi que je me dis, je vais pas avoir la vulgarité de l'écrire. Et donc du coup on me dit, mais il va quitter sa femme. Alors voilà, c'est typique, c'est un des problèmes d'efficacité, c'est que vraiment c'est un peu elliptique. Donc voilà, c'est un peu typique. Alors il y a plein d'autres exemples, mais celui-ci m'est un tout peu particulier. On va quitter la technique littéraire, mais donc il y a énormément de notistes, il y a les auteurs connus, et d'autres aussi beaucoup moins connus. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler de quelques pépites Ouais. Alors, tu m'as posé la question hier, donc j'ai voulu le refeuilleter. Vous savez, on a un petit problème, nous, les auteurs, c'est que, et c'est pire encore pour les traductions, c'est qu'on parle d'auteurs de livres qui sont relativement anciens. Et ce livre-là est arrivé depuis plus d'1 an. Et bon, c'est un travail long, d'éditer un livre, de le préparer, etc. Là, il y a en plus le dessin de Christian Demeter et tout ça. Bon, donc c'est compliqué à éditer, à publier. Et donc, c'était pas mal que je me replonge dedans, parce que quand il m'a dit, ça serait pas mal que tu nous donnes quelques idées de lecture pour ceux qui n'ont pas lu, il a fallu que je me replonge dedans. Alors, en me replongeant dedans, c'est toujours une épreuve un peu cruelle, parce que, en même temps, il y a des choses dont vous êtes content. Faut pas non plus dire toujours, j'aime pas ce que j'écris, etc. Il s'agit pas d'être en admiration, mais de temps en temps, on peut se dire, ça c'est pas trop mal. Bon, alors, il y a des trucs où je dis, c'est pas trop mal. Et puis, ce qui m'a plu, en le feuilletant, justement, c'était de chercher des pépites, comme tu disais, c'est-à-dire des choses dont il y a bien des chances pour que beaucoup de lecteurs ne les connaissent pas. Alors, il y a je vais en citer un ou deux, il y a un bouquin qui s'appelle Carmen Nevada, quasiment personne n'a lu. Carmen Nevada, d'un type, alors je me rappelle même pas comment il s'appelle, le gars, c'est vous dire à quel point, comment il s'appelle ce type, je me rappelle plus. Vous le trouverez dans la notice. Le bouquin est absolument formidable, ça raconte l'histoire d'un garçon qui renverse quelqu'un en voiture, il le met dans le coffre de sa bagnole, il ne sait pas bien comment faire, il s'enfuit. Il ne sait pas comment faire. Le problème, c'est que son père est le shérif du village. Et en fait, le môme va se trouver dans une situation terrible d'être l'otage de son père, du shérif, qui en plus est une personnalité pathologique, un type absolument fou, extraordinairement dangereux. Et à travers cette histoire, cet auteur dont le... Ce n'est pas très gentil. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est pas très gentil, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je vais poser chaque phonème. J'attendais pas. Et donc, en fait, ce livre est formidable parce qu'à travers ce fait divers criminel, il va nous démonter ce que c'est que la pathologie familiale. C'est vraiment un livre vraiment épatant qui montre à quel point la famille est le premier lieu de la folie, quoi. On n'est jamais fou que de ça, finalement. Il y a des grandes institutions qui rendent fou. Globalement, c'est la famille, l'école, l'entreprise. Mais le premier, historiquement, c'est la famille. Et toutes nos folies, toutes nos névroses viennent d'abord de là. Donc, Carmen Nevada, que vous trouverez à la page 99 du dictionnaire. Alors, encore 2 minutes, tu me dis. Ouais. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire que
il faut toujours lire et relire le couperet de Donald Westlake, bien sûr, et tout le monde ici l'a lu vraisemblablement. Mais plus surprenant, après le couperet, vous allez trouver une notice sur un type qui s'appelle Ned Crabbe. Là, il a un nom déjà, bon alors c'est Crabbe, c'est un 2B, ça, il va y avoir avec le nom, enfin, nous ça sonne Ned Crabbe, c'est bon. Et alors, il a un bouquin qui s'appelle La bouffe est chouette à Fatchakula. La bouffe est chouette à Fatchakula. Alors moi, je ne vous cache pas qu'un livre qui s'appelle La bouffe est chouette à Fatchakula, c'est pas a priori ce que je viens de dire. Vous voyez, c'est pas le truc vers lequel je vais aller d'emblée. Et j'aurais bien tort, c'est publié dans la série noire, ce type s'appelle Ned Crabbe. C'est un bouquin qui se passe dans le bayou de la Floride, dans un bled absolument fou. Tout le monde est dingue. Tout le monde est dingue. On dirait qu'en fait, on pourrait y tourner Délivrance. Vous voyez, c'est un village de fous. Mais en même temps, il a des allures extraordinairement familières. C'est-à-dire, au fond, cette folie n'est jamais que la caricature des folies villageoises qui sont celles de n'importe quelle communauté urbaine de 3 ou 4 000 habitants. Et là, il se passe un truc assez surprenant. D'abord, on trouve que c'est un village dans lequel il ne se passe pas énormément de choses. Les gens sont fous et calmes. Je suis des gentils dingues. Mais là, d'un seul coup, on trouve une jambe et une tête. Alors on connaît le mec à cause de la tête, on se dit c'est sa jambe, c'était un sale type, enfin ça fait quand même un peu désordre, on se dit mais quand même de retrouver sa jambe et sa tête, là, ce qui vraiment va plonger tout le monde dans le gouffre, c'est quelques jours plus tard on trouve une fesse. Puis alors pas n'importe quelle fesse, c'est une énorme fesse, et tout le monde la connaît, tout le monde la connaît, c'est la fesse d'une des putains du coin, que tout le monde connaît parfaitement bien pour avoir recouru à ses services. En tout cas parmi la gente masculine. Et parce que du coup, le fait que ce soit la fesse de cette prostituée, ça fait de la peine à tout le monde. Et là, quand même, on se pose vraiment des questions en disant mais qui est là pour découper les gens en morceaux, surtout cette brave fille. Et la grande question, c'est où se trouve la deuxième fesse, bien sûr. C'est un roman extraordinairement drôle, qui est ce qu'on appelle capillotracté, tiré par les cheveux. Franchement, vous ne serez pas vampé par la résolution, mais le bouquin est tellement épatant qu'on s'en fout complètement, parce que le bonheur de lecture, c'est extrêmement drôle, c'est vraiment très très décapant sur les relations à l'intérieur d'un village, c'est vraiment un bouquin absolument formidable, si vous voulez vous amuser, rire et découvrir quelque chose d'épatant, c'est ça qu'il faut lire. Vous pouvez lire aussi un autre bouquin très très surprenant, qui s'appelle le lézard lubrique de Melancholy Cove. Alors, je vais te demander qui est-ce qui est... Christopher Moore, voilà, c'est bref. Bon, je fais toujours je pose toujours des questions pour vérifier s'il a... Je le connais comme s'il avait écouté. Je pose toujours une question, c'est pour vérifier. Et bien, je coche. Alors bon, le lézard lubrique de Melancholy Cove, c'est un livre un petit peu du même acabit, c'est-à-dire ces livres qui sont complètement exorbitants, extrêmement drôles, et là, ça raconte l'histoire aussi d'un village, avec beaucoup de cruauté, mais alors, ce lézard est un lézard géant, pour vous donner un tout petit peu la tonalité, il tombe amoureux d'un camion-citerne, et on le retrouve vautré sur le camion-citerne en train de niquer le camion-citerne, et ça avance tout le monde dans un gouffre. C'est très compliqué à gérer comme situation. C'est un bouquin extrêmement drôle, très méchant, notamment sur les aspects sociologiques de l'Amérique. Vraiment, ce sont tous les deux, mais peut-être même plus encore le second, vraiment des livres. C'est un petit peu comme un livre de Joyce Carol Oates qui se permettrait d'être drôle et exorbitant. C'est-à-dire, ça a la cruauté d'un bouquin de Joyce Carol Oates, ça a le côté décapant sur ce pays que peuvent avoir les terribles romans de Joyce Carol Oates, mais avec un côté complètement exorbitant, un côté drôlatique, burlesque, grotesque. Bon, c'est un bouquin absolument épatant. Alors, je voudrais vous parler, on a encore 2 minutes, j'en peux plus. D'un livre qui, je me suis un peu battu avec l'éditeur pour garder cette notice, d'un livre qui s'appelle Le destin de Monsieur Crump, que peu de gens ont lu, d'un type qui s'appelle Ludwig Levison. C'est un bouquin qui est absolument formidable. Il y a une préface de Thomas Mann, et c'est un livre dont le blurb, c'est-à-dire le petit compliment, a été écrit par Sigmund Freud, en disant que c'est un livre absolument formidable sur la névrose du couple. Je me suis battu parce qu'il n'est pas considéré comme un polar, effectivement. Il n'y a pas d'affaires criminelles, mais c'est pas non plus un classique du roman noir.
Or, c'est un livre suffisamment ancien pour faire partie des classiques, et donc il a vraiment fallu que je me batte, pas énormément, hein, avec Plon qui contestait un peu la place de ce livre-là dans le... Mais je trouve que c'est intéressant qu'il y soit, parce que ce que je voulais montrer en mettant ce livre, c'était de témoigner de la largeur du spectre du roman noir, et que au fond, ce qu'on appelle roman noir, c'est beaucoup plus compliqué qu'on l'imagine, et celui-ci pouvait tout à fait, à mon avis, c'est ce que je défends dans la notice, figurer dans un dictionnaire du roman noir, mais pour des raisons qui sont un petit peu inhabituelles. Ce roman raconte une histoire absolument terrible d'un jeune homme. Il est, si ma mémoire, je ne me rappelle pas où ça se passe exactement, je dirais une bêtise. Il est, lui, musicien, c'est un chef d'orchestre. Alors, un chef d'orchestre, pas d'orchestre philharmonique, hein, il dirige de petits orchestres, et il va épouser une femme qui est plus âgée que lui, c'est un petit côté Macron, vous voyez. Une femme qui est, enfin, il n'a pas 14 ans comme... donc c'est pas un truc sur la pédophilie, très différent, très différent. Et donc, il tombe amoureux d'une femme qui a une dizaine d'années de plus que lui, et qui va lui gâcher la vie. Donc c'est l'histoire d'une névrose de couple. Et ce qui est vraiment fascinant dans ce livre, c'est que vous voyez les relations de ce couple se dégrader, et cette femme est incroyablement méchante, incroyablement mauvaise, mais vraiment c'est abyssal. Mais pas sur un registre extravagant, c'est-à-dire c'est une espèce de cruauté du quotidien. Vraiment, ça nous est très familier parce que ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, c'est des choses qu'on voit un petit peu dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une question de degré. Vous voyez, des choses que vous pourriez vivre dans votre couple, mais elle le vit à un degré qui est pathologique. Et en fait, c'est un livre où, en permanence, vous dites « Ah non, ça ne va pas aller jusque-là, mais ça y va. » Mais vous le dites une fois, vous le dites 3 fois, vous le dites 5 fois, c'est un roman absolument épuisant, mais passionnant, enfin épuisant dans ce sens où vous finissez par être avec lui, et vous dire, mais comment ça va se terminer? Vraiment, c'est un roman très éprouvant, mais je trouve, moi, absolument passionnant sur la névrose du couple, et c'est, je crois, moi, un grand classique du roman noir. Et pour finir, je voudrais parler d'un contemporain, il s'appelle Benjamin Whitmer. Alors, c'est très étonnant, je discutais de ça avec son éditeur en France, qui s'appelle Oliver Gallmeister. Et Olivier me disait, il est inédit en Amérique, il n'est pas publié. C'est-à-dire qu'en fait, il est publié chez nous, traduit en français, mais en fait, il ne trouve pas d'éditeur en Amérique. C'est un auteur absolument formidable. Je crois que maintenant, chez Gallmeister, il doit y avoir 3 ou 4 livres. Il y a Cryfather, il y a Évasion, oui, il y a Pike, et là, le 4e vient de sortir. Les Dynamiteurs, absolument. C'est à lui qu'on aurait dû confier le dictionnaire. On aurait mis une photo de Formeuse et qu'on aurait dit voilà, c'est un dictionnaire. Vous avez une question. Et en fait, Whitmer, c'est l'injustice du système éditorial américain qui fonctionne vraiment selon les règles capitalistiques les plus injustes. C'est qu'en fait, la question de la qualité ne se pose pas. La question, se dire, on a là un auteur, et nous, éditeurs, nous avons mission de faire en sorte que ces auteurs soient publiés, c'est des trucs qui n'existent pas du tout en Amérique, mais qui, par bonheur, existent en France. Et donc, ce garçon vient en France, parce que c'est le seul pays, enfin, il est traduit encore ailleurs, hein, mais c'est le premier pays dans lequel il s'est trouvé traduit, et c'est le premier pays qu'il considère comme un auteur. Alors, c'est pas un auteur qui vend énormément de livres, mais c'est un auteur qui écrit. Alors, vous verrez dans sa notice, il y a des choses avec lesquelles je suis en désaccord avec lui, parce qu'il écrit beaucoup sur la cruauté de l'Amérique. Hein. L'Amérique est un pays, par exemple, dans lequel il y a plus d'armes en circulation que d'habitants. Et c'est un pays qui a, je crois, en mort par balle, un chiffre qui est 10 fois supérieur au nôtre et 36 fois supérieur à celui du Japon. Hein. Mais Benjamin Whitmer, lui, pour le port d'armes, il a des fusils chez lui. Mais c'est très paradoxal. Et je trouve que c'est certainement ce qui fait l'intérêt de Whitmer, c'est qu'en fait, ses livres sont des paradoxes. Des paradoxes, à la fois c'est quelqu'un de très bien, mais en même temps, il est fondamentalement américain, avec, y compris, ces travers que peut avoir l'Amérique du côté de la violence.
une fascination pour la violence, et en même temps des livres qui dénoncent la violence. C'est tout à fait particulier, c'est très américain, et je trouve que sur ce plan-là, l'œuvre de Whitmer est un formidable observatoire de la société américaine. Moi, j'ai eu l'occasion de préfacer, Michael Meister m'avait demandé de faire une préface pour le livre qui s'appelle Évasion, et qui est ce qu'on appelle un roman choral quand on veut être à la France Culture, qui raconte l'évasion d'une prison de plusieurs détenus, et on va donc suivre parallèlement les détenus et puis les gens qui vont se mettre à leur recherche. Alors c'est un roman choral dans la mesure où il y a plusieurs couloirs narratifs, et vous vous posez la question dans ce genre de roman de voir à quel moment les choses vont converger en quelque sorte. Et c'est un roman vraiment épatant parce que à travers cette cavale, c'est une peinture de l'Amérique, alors je n'aime pas le terme d'Amérique profonde, mais c'est une peinture du système carcéral américain, de la justice américaine, de la violence américaine, et vraiment, je trouve, des romans, on avait ça aussi avec Pike, qui est un roman formidable sur l'histoire d'un homme qui a eu sa part de violence dans sa vie, et de cocaïne et de violence, et qui apprend la mort de sa fille qu'il ne connaissait quasiment pas, et qui décide d'aller rencontrer en quelque sorte le fantôme de sa fille. C'est un livre absolument déchirant, et là encore, à travers Pike, qui je pense est d'une certaine manière un double de Whitmer, on a cet étonnant paradoxe de gens qui dénoncent la violence et qui sont en même temps des gens qui ont été construits par la violence, puisque la société américaine est une société construite historiquement par la violence. Les premiers colons ont dû se défendre, attaquer, et la violence est, j'ai envie de dire, consubstantielle à une part de l'histoire américaine, et au fond, la violence qu'on connaît aujourd'hui et qu'on voit se développer ces derniers temps à l'occasion de cette tragique élection présidentielle, cette violence, elle vient de très très loin, et je pense qu'il y a vraiment que des auteurs américains de la grandeur et de la puissance de Whitmer pour faire toucher l'étonnant paradoxe que recèle cette histoire américaine. On a l'impression quand même que c'était un pays qui ne cesse de se raconter sa propre histoire. C'est quelque chose d'absolument fascinant. Voilà quelques-uns des livres qui peut-être, ou des auteurs que vous allez découvrir. J'espère qu'il y en a d'autres, et que voilà, la pérégrination dans le livre va vous faire découvrir de nouvelles choses. Et si ça pouvait donner ces chances à repêcher des livres qui sont un petit peu oubliés, ou de donner, comme c'est le cas pour Whitmer, voilà, un petit élan à sa carrière en France, je pense qu'on aurait tous, et les lecteurs et nous, pas mal travaillé. Je pense que l'heure passant, on va être obligé de s'arrêter là. Bon, vous vous rappelez bien de ce que vous avez à faire. Alors, vous sortez par une porte, vous rentrez par l'autre. Je tombe bien, parce que je suis contre-productif. Non, mais donc vous avez bien vu, il faut acheter Whitmer, lisez Christopher Moore, tout Christopher Moore est très bien, il n'y a pas que le Lézard du Brick, il y a plein de choses, c'est vraiment bien super. Et donc, pour parler de choses vraiment concrètes, en effet, il faut sortir par cette porte. C'est écrit sortie, mais bon, il vaut mieux.